Bienvenue dans cette petite chronologie des phases du cycle depuis le XVIIIe siècle, entre crise et phase d'expansion. Vous pouvez prendre des notes, il y a juste 4 petites diapos, mais vous pouvez aussi évidemment compléter votre propre chronologie dans votre cahier. Quand on étudie la chronologie des fluctuations économiques des différents pays développés, on s'aperçoit que du XVIIIe siècle à 1929, on est clairement dans une ère libérale. C'est-à-dire que c'est une période où règnent les marchés. Il n'y a que peu de place pour l'État dans la régulation de l'économie et on parle alors d'État gendarme. Cette période est également subdivisée en plusieurs sous-périodes, c'est-à-dire que logiquement au XVIIIe siècle, on est dans une économie qui est clairement agricole et par conséquent les crises sont agricoles. C'est-à-dire qu'il y a en règle générale au démarrage des mauvaises récoltes, c'est-à-dire une production très réduite de céréales qui fait que les comportements de spéculation sont encouragés, les acteurs économiques stockent du blé en attendant que le prix monte à cause de la pénurie. De ce fait, le pouvoir d'achat baisse et la consommation n'arrive pas à décoller. Logiquement, dans la période suivante, au début du XIXe siècle, ce sont des crises mixtes qui vont voir le jour puisqu'on a toujours les crises agricoles qui génèrent toujours des problèmes de pénurie et d'absence de décollage de la consommation. Du coup, la crise industrielle n'est jamais loin puisqu'on a des industries qui commencent à produire de plus en plus, mais en face, il n'y a pas de consommation. Et logiquement, là encore, à la fin du XIXe siècle, on va voir apparaître des crises de surproduction industrielle massive parce que les propriétaires de capitaux ont amassé beaucoup de capitaux, ont accumulé beaucoup de capitaux dans la période précédente. Et il y a donc de la spéculation qui va apparaître. Le crédit est facile, il y a beaucoup de capitaux sur le marché des capitaux. Cela finance facilement les investissements lourds de la révolution industrielle. La production continue de croître, mais il n'y a toujours pas de redistribution des richesses en faveur des travailleurs, de ceux qui touchent un revenu du travail. Et donc, il n'y a pas de consommation. Donc, on a aussi une crise de sous-consommation en face de la crise de surproduction industrielle. Cet état de fait va se révéler dans une très très grande ampleur lors de la crise de 29, puisqu'il s'agira d'une crise de surproduction industrielle qui va révéler une crise très profonde, une crise structurelle, tout simplement parce que le nouvel aspect de cette crise, c'est qu'elle devient mondiale et ça devient tellement un problème que c'est justement là que désormais on a affaire à le règne de l'État-providence qui va démarrer donc à partir des années 30 jusqu'en 1975. À partir des années 50, il y a un consensus autour de la nécessité de l'intervention de l'État dans l'économie dans une fonction de régulation des marchés. Les pays développés sortent traumatisés de la Seconde Guerre mondiale qu'ils attribuent essentiellement à l'extension de la pauvreté liée à la crise des années 30. C'est donc le règne de l'État-providence qui se met en place donc des années 50 aux années 1980. Ces années 50 sont bien évidemment connues sous le terme des 30 glorieuses. Dans ces 30 glorieuses, effectivement, on est dans une phase d'expansion. Le PIB croît fortement, mais également les prix. Alors il y a la période 51-52 qui connaît une forte hausse des prix, d'abord parce que la pénurie continue de régner dans les pays européens, mais également parce que les États-Unis entrent en guerre et la guerre fait augmenter les dépenses publiques et par conséquent augmente la pression de la demande sur l'offre et fait monter les prix. 58-68, c'est encore une période d'inflation. On est en pleine croissance, plein emploi. C'est le début de la guerre d'Algérie en France. Les prix ne cessent de s'accroître, mais personne ne s'en inquiète véritablement du fait effectivement de l'extrêmement bonne santé de l'économie sur cette période. La rupture, c'est 1973-74. Les pays de l'OPEP déclenchent une très forte hausse du prix du baril de pétrole en 1973. Les coûts de production explosent. C'est le coup de grâce parce qu'on a bien vu que dans la période précédente, il y avait déjà une très forte inflation. Là, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler une hyperinflation. Les prix augmentent de 12-14% par an et révèlent la fragilité des entreprises dans les pays développés qui commencent à faire faillite. Donc le chômage refait son apparition, amenant une situation économique inédite, la stagflation qui associe la récession et le chômage et l'inflation.
C'est la raison pour laquelle une nouvelle rupture très forte va avoir lieu. Hein. On a vu qu'on avait connu au XIXe siècle jusqu'en 1929 une ère des marchés, une ère du capitalisme libéral, suivie par une ère d'un interventionnisme fort de l'État sous l'inspiration keynésienne. Eh bien, en 1983, c'est le retour du néolibéralisme. Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne annoncent le virage libéral que vont connaître tous les pays développés. En France, ça sera en 1983. On commence à mener des politiques de rigueur, d'austérité, de retrait de l'État-providence, de diminution des dépenses publiques. On démarre donc la fin du XXe siècle dans une ère néolibérale. C'est la période du retrait de l'État. L'État-providence est en crise, l'État-providence se réduit et c'est le règne des marchés. On parle à ce propos de libéralisation. De ce fait, le premier marché qui va se libéraliser en plus dans un contexte de mondialisation, c'est le marché du capital. Le marché du capital devient mondial, il fonctionne en temps réel, 24 heures sur 24, et va donc rendre possible des crises financières de plus en plus énormes. Dans la première période, la fin des années 80, les crises financières commencent à apparaître dans ce contexte de mondialisation. La monnaie devient également une contrainte forte dans l'activité économique. À la fin des années 90, on est dans une politique de franc fort, tout simplement parce qu'on est en train de construire la zone euro. Et pour cela, il faut que nous ayons un franc fort qui puisse attirer les capitaux du monde entier et surtout éviter que les capitaux français n'aillent dans le reste du monde. Et par conséquent, ça nous contraint à avoir des taux d'intérêt très élevés, du coup un investissement toujours faible et du coup une récession, un chômage qui s'installe durablement. 2000-2001, c'est l'éclatement de la bulle Internet. De nombreux capitaux se sont placés sur le marché financier mondial dans des start-up, c'est-à-dire des jeunes entreprises qui investissent la nouvelle économie de l'Internet. Le cours des actions s'envole, grimpe dangereusement jusqu'au moment où, comme toujours, les propriétaires des actions ouvrent les yeux sur l'absence d'activité réelle de ces entreprises et c'est l'éclatement de la bulle, c'est le krach boursier. Ce krach boursier, on va le retrouver avec la grosse crise des subprimes en 2008-2009. Les banques américaines ont accordé des crédits immobiliers très important à des ménages à faible revenu, voire sans revenu. C'est un boom immobilier qui s'en est suivi. Le problème, c'est qu'il y a eu un phénomène de titrisation, c'est-à-dire que les propriétaires des crédits accordés aux ménages à faible revenu ont transformé ces titres de créance en titres financiers qu'ils ont vendus et revendus sur le marché des capitaux mondial, tant et si bien qu'un certain nombre de banques françaises se sont retrouvées avec ces titres pourris, c'est comme ça qu'on les appelle, qui représentaient finalement des crédits accordés à ces ménages américains qui, évidemment, à un moment, n'ont pas pu rembourser ces emprunts et cela a déclenché un krach mondial. Voici en 2015. Pour cette année, nous retrouvons une représentation graphique que vous connaissez bien pour l'avoir étudiée l'année passée en classe de première. Il s'agit du fameux carré magique de Nicolas Kaldor, un économiste d'inspiration keynésienne. Sur ce carré magique, on retrouve 4 sommets avec le PIB, représenté par le taux de variation du PIB en volume, le solde de la balance des transactions courantes, représenté lui-même en pourcentage du PIB, le taux de variation de l'indice des prix à la consommation, autrement dit le taux d'inflation, et le taux de chômage en pourcentage de la population active. Force est de constater que ce carré magique est loin d'être dans sa situation idéale pour la France en 2014. En effet, le taux de croissance du PIB est extrêmement faible, autrement dit, on observe une stagnation du PIB. D'autre part, le solde de la balance des transactions courantes est négatif puisqu'il représente moins 1% du PIB en 2014. Plus inquiétant encore, le taux d'inflation avoisine les 0%. Paradoxalement, ce qui peut être vu comme un signe positif par les ménages, par les médias, à savoir une baisse des prix, est quelque chose de beaucoup plus préoccupant pour l'activité économique. En effet, la baisse des prix, la déflation, est plutôt le signe d'une stagnation et d'un chômage structurel qui se sont installés durablement et affectent la demande globale, entretenant l'économie dans une situation de sous-consommation. Effectivement,
on observe un chômage de masse, 10% de la population active. On a bien là un chômage de longue durée, un chômage structurel qui frappe prioritairement les jeunes actifs en France. C'est véritablement le problème qui va se poser pour l'avenir de la France.